Bigre! Une histoire de France à vivre de l'intérieur pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, nous sommes entrés dans la période médiévale avec l'ascension de Clovis au 5e siècle et sa reconquête de territoire pour former un royaume et fonder une nouvelle dynastie, les Mérovingiens. Épisode 2, il s'appelait Ultrogoth et Déotéria, la vie au temps des Mérovingiens. Alaric, Andover, Brunehaut, Caribert, Childéric, Crâne, Claudric, Clossinde, Chilpéric, Clodomini, Clotaire, Dagobert, Childebert, Frédégonde, Galsvinte, Godomar, Gondebaud, Gondwald, Prétexta, Gunther, Nateschild, Ragnetrude, Sigismond, Théobald, Théodebert, Ulfonde, Ils sont tous réunis dans ces presque 3 siècles hauts en couleur, riches de complots, de meurtres, de tonsures et de poursuites endiablées. Rois, reines, servantes ambitieuses, esthètes ou tyrans, ce sont les Mérovingiens, les descendants de Clovis. Voilà d'abord Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire. Ce sont les 4 fils de Clovis et ils se partagent le royaume à la mort de leur père en 511. C'est une habitude franque, contrariante, qui va durer des centaines d'années. Un royaume aura beau avoir été immensément agrandi du vivant d'un roi, il est ensuite partagé entre ses successeurs, redécoupant ainsi la surface si chèrement étendue. Caramba, tout est alors commencé. En revanche, quand même, Clovis n'a pas travaillé en vain. Ses successeurs sont choisis parmi ses descendants et tous se disent « roi des Francs ». Roi de quoi? Roi de qui? Allons voir par nous-mêmes. Allez hop, pareil Laïa? On s'envole? Je l'aime bien, mon nouveau nom. Ok, on y va. Accroche-toi! Que de verre, que de forêt. Là, regarde, le refuge d'un ermite. Et ici, un campement de bandits. Oh, ne t'attarde pas. Et là-bas, une chasse royale. C'est vrai que les Mérovingiens adorent ça. Oh, le sanglier est sur le point d'être tué. Il ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il grogne? Oh, je crois qu'il ne fera pas le poids. La forêt s'étend vraiment à perte de vue. Quel trésor aussi. Grâce à elle, les gens mangent de la viande, des fruits sauvages et du miel. Et puis, avec tout ce bois, on chauffe, on cuit, on construit et on prépare du feu pour fabriquer du verre ou du métal. La forêt, c'est la vie! On ferait bien de s'en souvenir aujourd'hui. Attends, vire par là, j'aperçois des maisons. J'irais bien jeter un œil. Tiens, pose-toi là. On dirait une écurie. Tu m'attends, hein. Tu n'as qu'à aller picorer des graines, je te retrouve ici. Oh, ça va, je sais m'occuper. Chut, pas de bruit surtout. Oh! Bon, la maison principale a l'air de se trouver là-bas. Si je me glisse derrière le four, que je cours sans m'arrêter jusqu'au puits et que je me colle au pilier du grenier aérien, juste là, ça devrait aller. Hop, 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 et voilà. Tiens, c'est drôle, je connais ce matériau pour le mur. Du torchis. Ah, comme au néolithique. En revanche, la maison est beaucoup plus grande. Il y a même un étage. Aïe, ils sont 2 et ils discutent. Je ne peux pas filer. Mais je ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Ils ne parlent plus le latin. Ça sonne un peu germanique, ça doit être une langue populaire régionale. Pas très commode pour les échanges entre régions du royaume. Bref, pour l'instant, je suis coincé, moi. Ah, là-bas, il y a une sorte de cabane. Je vais m'y glisser. Une laiterie à présent? Elle est immense, cette ferme! Et oui, à force de fureter ici et là, je comprends une chose importante. 95% de la population habite à la campagne, où elle cultive et élève tout ce qui lui est nécessaire. Élever des vaches ou des moutons, c'est très rentable. Ça donne accès à de la viande, mais aussi à du lait, du cuir ou encore au tissu fabriqué à partir de la laine. Côté céréales, c'est difficile, mais les paysans font pousser de l'orge, du blé, de l'avoine ou encore du seigle.
c'est difficile parce qu'en effet, les récoltes ne sont pas très bonnes. Non seulement les outils sont assez rudimentaires, mais en plus, le 6e siècle est aussi bien froid que pluvieux. Nourrir sa famille est donc un défi permanent. En plus, la vie est rude pour les populations du royaume des Francs. Les corps sont soumis à toutes sortes de fléaux. Les maladies comme la tuberculose ou la peste, les guerres, les incendies ou les inondations, mais aussi les famines provoquées par tout ça. Puisque quand on est malade ou blessé, on ne peut pas cultiver. Autant te dire que les adultes vivent rarement après 45 ans. Ce qui n'est pas si vieux, je t'assure. Et beaucoup de bébés meurent avant l'âge de 1 an. Ce qu'on appelle la mortalité infantile. Ce sont les squelettes retrouvés qui nous apprennent tout ça. Face à ces menaces, chacun cherche des protecteurs, terrestres, avec des chefs de guerre, des maîtres de domaine, des hommes d'église, mais aussi spirituels, pour ne passer à côté d'aucun soutien. Et à cette époque, il y a encore l'embarras du choix. Oui, tiens, par exemple... Ah bah, t'es là maintenant. Je suis un oiseau, je fais bien ce que je veux. Donc, à propos de l'aide spirituelle recherchée face aux dangers d'hiver, eh bien, par exemple, il y a Euric et Déotéria. La ferme d'ici est à eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent dès qu'ils le peuvent des offrandes aux arbres et aux sources qui les entourent. Ensemble, ils vont aussi hurler la nuit lors des éclipses de lune. D'après ce que j'ai compris, le couple aime accomplir ces rites anciens. Ça les rassure. Tout comme le petit morceau d'ambre doré qu'Euric a offert à Déotéria jadis en signe d'amour, et pour la garder des dangers de la vie. Et lui, autour de son cou, j'ai aperçu une canine d'ours. Il ne la quitte jamais. Très efficace, elle aussi. Au moins pour le rassurer. Bon, j'y retourne. Quand t'as fini, appelle-moi. Oui. Sinon, comme idée protectrice, au même moment qu'Euric et Déotéria, et non loin de là, Gontran, lui, a choisi une autre stratégie. Depuis qu'il est petit avec ses parents, ils vont souvent prier devant une chaussure. Oui, lui aussi, ça l'a rendu un peu perplexe au début. Mais ses parents et surtout son oncle Ultrogod, qui est moine à l'abbaye, lui ont expliqué que c'est la chaussure d'un très grand saint, Saint Germain. Et aussi qu'ils ont de la chance de pouvoir prier devant cette relique qui a appartenu au grand homme. Bon, Gontran, à force, a compris que cette chaussure, en fait, c'est pour les aider à mieux prier, à se rapprocher de Dieu et à demander à Saint Germain de transmettre leurs prières au Tout-Puissant. Au cas où, sa maman lui a quand même offert une petite croix, pour compléter. Effectivement, nous sommes au 1er Moyen-Âge, et il y a à cette époque du nouveau et de l'ancien. Or, si le christianisme se développe de plus en plus, il se superpose encore souvent aux traditions païennes et ancestrales qui perdurent. Les évêques luttent contre elles, mais elles sont difficiles à déraciner. Alors ils remplacent. Les dragons dans les histoires sont remplacés par le diable. Les offrandes, jetées dans un lac sacré, sont désormais déposées devant la tombe d'un saint lors d'un pèlerinage local. Bon, si j'essayais de retrouver encore Leia, moi... Ah, la voilà. Sacrée Leia. Elle passe l'air de rien devant Euric et son compère. Psst, Leia, viens par là. Viens, on file. Qu'est-ce que tu dirais d'avancer un peu dans le temps ? Tu peux le faire ? Je réponds même pas. Qui parvient à s'imposer à la tête de ce territoire boisé, de ces hommes travailleurs et de ces femmes tenaces ? Tu le sauras au prochain épisode. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. Loïc Journeau pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubèche pour le mastering, Anatole Girard et Domitilde Boissieu pour les voix, ainsi que Frédéric et Sylvie Demoulin, Isor Pinel, Thibaut Vaught, Nicolas et Agnès Varnier, Loïc Guillaumat, Madeleine, Arthur et Nathanaël Coueffé, Philippe de Germain, Raphaël, Constance, Tanguy et Laetitia Varnier, Félicité et Ladislas Gérard, Arthur, Axel, Augustin et Benoît Vaught pour les prénoms mérovingiens, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.